Cet épisode a une distance de 8 km à un pace de 6 minutes. Après 4 ans d'absence, je suis de retour avec Coach Bill pour la saison 2 du podcast Coureur.ie. Dans cette saison, on veut rendre accessible le monde de la course à pied par des discussions entre nous et divers acteurs du milieu. Notre mission, vous accompagner à vous remettre en forme grâce à la course à pied. Aujourd'hui, on nomme l'éléphant dans la salle, on parle du diable ou plutôt des anges, voir de quelle façon qu'on le regarde. On parle de réseaux sociaux, des influences que ça a sur nos performances sportives, l'influence que ça a sur les autres et la perception qu'on a des autres ont de nous, des bienfaits, des malfaits, la balance entre tout ça. Mais avant d'y aller avec le sujet, moi j'ai une question très importante pour toi cette semaine, Coach Bill. As-tu couru? Salut Coach Frank. Oui, j'ai couru. La course dont je vais vous parler, c'était une petite course feel good. J'étais avec tous les autres coachs des demoiselles, j'en parle souvent. On s'est fait une petite réunion là, de mi-parcours pour planifier la suite pour elles. Puis tant qu'à se réunir pour planifier ça, ben, on est allé faire une course ensemble, les coachs. Fait que c'était vraiment cool. Il neigeait, on avait le vent vraiment d'en face et j'avais oublié mes lunettes de ski, mais ça a été quand même super plaisant. Nice. En parlant des demoiselles, je crois que les filles font une très bonne job. Julie m'a relancé pour être certain que j'allais être un coureur bénévole ou je ne sais pas, accompagnant cet été. Elle dit « Hey, j'ai entendu sur le podcast, elle a dit que tu allais y aller. » Puis j'étais comme « Oui. » Fait que là, elle était là, « OK, ben j'avais de te relancer. » Fait que merci Julie. Merci les filles. Je vois que vous êtes vraiment très sérieuses dans votre démarche. C'est quand même 6 mois d'avance. C'est plus de temps que je planifie mes propres impôts personnels. Oui, j'ai couru cette semaine pour répondre à la question. En fait, c'est le début de la saison. Donc, officiellement, ce matin, j'ai fait ma première course officielle dans mon programme parce qu'avant, j'étais off-season. Et j'ai reçu mon programme de coach d'homme qu'on a reçu il y a quelques épisodes. Et la joke est la suivante, c'est qu'il m'avait dit pendant ton off-season, je veux pas que tu prennes de poids. Et j'ai pris du poids. Et là, il m'a écrit tout un courriel avec des affaires. Puis là, il m'a dit, là, il faut vraiment checker ton poids. En tout cas, bref, il m'a chicané sur mon poids. Et ce que je veux partager avec vous, c'est qu'il m'a écrit « Tu devrais commencer à fumer, ça t'aiderait. » Ouais. Il n'était pas sérieux. Je veux juste comme si jamais les gens pensent à embaucher Coach Jump et je veux pas un coach qui m'encourage à fumer, mais ce qu'il voulait dire, c'est que ma dépendance à la nourriture était vraiment nuisible à ma course. Donc, il me l'a rappelé de d'en face. Fait qu'aujourd'hui, on veut parler, ça fait longtemps qu'on veut faire cet épisode-là, parler des réseaux sociaux. On partait sur la base de Strava, mais il y en a d'autres. On fera le tour un peu rapidement. Mais c'est vraiment, autant que les réseaux sociaux traditionnels ou les réseaux sociaux de sport peuvent être générateurs de motivation, amener les gens soit à commencer à courir ou à continuer à courir, mais à l'inverse, il y a un côté insidieux à ça où ça peut nous amener au-delà de la sécurité du sport ou de nous amener dans des performances qui sont, ou de nous faire miroiter des performances qui sont irréalistes, puis nous pousser vers des blessures. D'emblée, on aimerait ça vous parler premièrement de Strava. Souvent, on en a parlé sur le podcast, on l'a nommé, c'est peut-être pas clair pour tout le monde c'est quoi Strava. C'est le média des médias sociaux des sportifs, mais encore plus au niveau des cyclistes et des coureurs. Avec le temps, ils ont amené une panoplie de sports, mais ça a vraiment commencé beaucoup avec cyclisme et course. Je pense qu'il y avait natation aussi, au début. Ça ferait du sens qui était plus axé triathlon finalement, là. Puis, tu as nommé les blessures, mais ça peut amener d'autres choses aussi. Ça peut amener de la charge mentale, ça peut amener l'abandon. Je veux dire, si tu te décourages parce que tu n'es pas aussi bon, ça peut aller au-delà des blessures, l'impact négatif que ça peut avoir sur nous. Je pense que ça peut être beaucoup plus vaste. Puis là, je nomme que ceux-là, mais c'est sûr qu'il y a plein d'autres trucs. Peut-être même encourager des gens à faire des mauvais choix, comme encourager des gens à prendre des stéroïdes. Je suis certain que ça peut causer plein d'autres effets négatifs et des positifs aussi. Là, on ne va pas juste parler du négatif, mais on voulait un petit peu faire le tour de ça. Premièrement, ce à quoi ça sert Strava, c'est vraiment compiler toutes vos courses. Il y a une application mobile qui existe ou même sans montre, on peut partir la course sur l'application mobile. Et là, à ce moment-là, c'est le GPS de votre téléphone qui fait foi du tracé, du temps de votre course, puis qui va après ça mettre
dans une publication automatique sur le réseau social Strava votre sortie. Il y a votre course, il y a votre tracé, votre GPS, vos temps. Par contre, il n'y a pas d'autres métriques parce que quand on le fait à partir du cellulaire, bien, ça mesure quand même très peu de choses. Par contre, si vous avez une montre, la plupart de tous les fabricants de montres se sont évidemment collés sur Strava puis ont créé des intégrations parce qu'ils profitent de cette tribune-là, évidemment. Puis dans chacune de vos courses, la montre qui a été utilisée est identifiée dans la sortie. C'est certain que c'est intéressant pour eux de se coller là. Et d'ailleurs, Strava a sorti son palmarès annuel hier ou aujourd'hui et c'est Garmin qui est roi. Même si c'est une Garmin 235 au niveau mondial qui est la plus populaire dans toutes les sorties de course de 2023, qui est une montre qui a quand même 6 ans d'âge. J'y vais de mémoire, là, mais c'est pas la dernière sortie. C'est une montre encore super populaire qui est très, très utilisée. Tout ça pour dire qu'avec votre montre, que ce soit une Garmin, une Polar, une Fitbit, il y a moyen de faire une intégration avec Strava, que dès que votre course est terminée et qu'elle se met sur la plateforme de votre montre, automatiquement elle est copiée du côté de Strava, avec la plupart des métriques qui vont suivre. Fait que non seulement il va y avoir le tracé, le temps, mais il peut y avoir cadence, température, rythme cardiaque, qui devient super intéressant aussi. Puis là, à ce moment-là, vous avez des paramètres de confidentialité qui vous permettent de partager plus ou moins d'informations. Parce que ça aussi, des fois, ça peut avoir des effets négatifs de partager toutes ces infos-là. Des gens pourraient s'en servir à des fins détournées, si on veut. Ben, tu dis ça, puis d'un début, il y a eu beaucoup de vols de vélos dû au fait... Oui, ben parce que là, maintenant, par défaut, je pense qu'ils bloquent les 200 premiers mètres de ta course puis les 200 derniers. Fait que tu as à peu près idée où la personne était, mais d'un début, ça le faisait pas. Fait que tu mets une belle photo avec un vélo à 10 000 $. Puis les gens scrollaient, puis t'es comme, OK, ben il reste là. Fait qu'ils allaient voler les beaux vélos. Il y a eu une grosse batch de vols à cause de ça, d'ailleurs. Ouais, c'est vrai que ça l'a maturé. Au début, c'était très, très, très ouvert. Puis les paramètres de confidentialité se sont plutôt resserrés. Maintenant, il y a moyen aussi, on peut garder le profil ouvert, mais on peut le mettre privé, qui fait que là, vous pouvez accepter ou pas quelqu'un qui décide vous suivre. Parce que d'emblée, ça a été fait avec une volonté d'ouverture, puis n'importe qui pouvait s'abonner à n'importe qui et l'inverse. Mais maintenant, il y a moyen de le mettre privé puis d'accepter ou refuser ceux qui veulent s'abonner à votre profil. En parlant des débuts, j'avais trouvé ça intéressant parce que la motivation de base de cette application-là, c'était un peu de répertorier les déplacements actifs aussi, puis de savoir, comme on a parlé souvent de la heat map, c'est un petit peu ça le but de Strava, c'est de faire des heat maps puis savoir c'est où qu'il y a de l'achalandage, mettons en vélo, en course à pied, c'est quoi les hotspots, et vendre ces données-là aux villes pour qu'ils puissent, eux, aménager leurs pistes cyclables pour avoir certaines données. Et par la suite, ils ont rajouté l'abonnement payant pour avoir plus de données, pour avoir accès à plus de métriques de ton bord. Sur les montres, je voudrais revenir, tu as parlé sur les montres, il y a aussi l'altitude. Puis même si ce n'est pas, puis j'imagine qu'il y en a d'autres aussi, là, effectivement, pour le sport, les Apple Watch aussi peuvent se connecter avec la fiabilité de l'Apple Watch, bien sûr. C'est un petit peu... parfois, c'est possible que ça ne soit pas super précis, mais les Apple Watch aussi peuvent se connecter. Tu as raison, mais effectivement, l'Apple Watch est une smartwatch avant tout qui peut faire du sport versus une montre de sport qui peut faire un peu de smart puis avoir des notifications, mais sa raison d'être première fait foi un peu de sa fiabilité en sport, effectivement, au niveau de l'Apple Watch. Si tu as parlé de l'abonnement, il y a moyen d'utiliser Strava de façon gratuite, mais il y a effectivement un abonnement qui est à peu près une dizaine de dollars par mois qui donne accès à des fonctionnalités supplémentaires. Il y a tout à fait moyen de l'utiliser de façon gratuite, mais bon, moi, j'utilise la version payante parce que je veux exploiter les métriques, les analyses de mes courses. Ça va me donner mes temps par kilomètre, ça va me donner mes zones cardiaques, ça va me permettre de faire mes tracés, par exemple, d'avance, pouvoir prévoir mes tracés. Il y a quand même là, quelques fonctionnalités intéressantes, je trouve, avec la version payante. Bien, ça, c'est cool que tu en parles, puis peut-être qu'on pourrait creuser là-dedans parce que moi, j'utilise la version gratuite depuis toujours. J'ai eu un moment donné un 3 mois gratuit d'essai. Ils me l'ont mis, puis je ne savais même pas que je l'avais. Puis c'est quand je commentais ces gens, je voyais la petite flèche, là, parce qu'il y a comme une espèce de signe plus grand que à droite de votre nom quand vous êtes abonné, quand vous êtes premium ou whatever, je ne sais pas c'est quoi le titre. Fait que c'est intéressant parce que justement,
Oui, je vois la valeur, mais je l'ai juste jamais payé. J'ai juste jamais payé pour ça. Tu parles du petit chevron orange sur le nom, là. Ils ont sorti un double chevron aussi pour les comptes athlètes. Je pense à Mathieu Blanchard, par exemple, qui est un des grands coureurs de trail. Ben, lui, il a son double chevron orange pour dire que c'est un compte athlète sur Strava. Comment l'obtenir, je ne sais pas, là. Nécessairement en étant bon, mais après ça, je ne sais pas comment ça marche pour l'avoir, là. Cool, je vais aller l'avoir. Si je peux l'avoir, je vais le payer. Parfait, on te met sur le dossier, Coach Frank. Athlète de podcast. Là, on tombe un peu plus dans tout le volet social de la chose. C'est qu'ils ont rajouté à ça des défis, des challenges, des badges, des segments, des groupes, des local legends. On va un peu démystifier tout ça. J'irais au début, Strava, c'est vraiment un réseau social qui a très peu d'activités sociales. Ça, c'est une chose que, pas je déplore, mais je trouve quand même très limitée. Mais à la base, l'idée, c'est que tu suis tes amis. Pour nous, les coachs, on peut suivre et on voit leur performance un peu comme un fil d'actualité, comme sur Facebook. Mais on voit les différentes activités physiques que nos amis font, les gens qu'on suit font, et on peut donner des kudos, qui est comme un like, et on peut rajouter des commentaires dessus. Les personnes aussi ont la possibilité de mettre des photos, des vidéos de leur course et aussi de nommer leur course, mettre certains détails. Et même, je pense que par après, tu peux te mettre, mettons, une note sur ta difficulté, des commentaires pour toi pouvoir les réutiliser par après. Je ne sais pas comme dans quel... j'ai pas de cas concret, je comprends dans quel sens. Dans le sens que si tu regardes tes entraînements, puis tu te blesses, puis tu te dis « OK, j'étais fatigué 4 courses avant, c'est normal », tu peux vraiment comme rajouter un paquet de trucs, dont tes équipements. Tu en avais parlé aussi. Fait qu'on peut rentrer la marque de nos chaussures puis dire j'ai couru avec ces chaussures-là et compter le kilométrage qu'on a fait sur nos chaussures. Fait qu'il y a vraiment plein de trucs comme ça à la base avant d'aller dans le volet un peu plus défi, challenge, auquel c'est rajouté, comme tu dis, dans le fond, c'est des groupes, si je ne me trompe pas, là, majoritairement. Donc, on peut, un peu comme sur Facebook, on peut se créer un groupe, dire tout, mettons. Justement, on avait parlé au début de peut-être en créer un pour coureur.io. Ça prenait quand même un minimum d'auditeurs pour pas qu'on soit 2 sur le groupe, là. Fait que peut-être qu'on pourrait faire ça et on pourrait suivre les coureurs qui suivent coureur.io dans le leaderboard, voir comme combien ils ont fait de kilomètres, ou on pourrait avoir un effet global, savoir comme la gang qui écoute coureur.io ou ceux qui sont dans le groupe coureur.io ont couru 1000 km cette semaine ou peu importe. Différentes statistiques. Et on peut aussi, comme tu dis, lancer des défis. Comme je n'ai jamais participé, je te laisserai nous parler des défis. C'est à mon tour de revenir sur ce que tu as dit, tout le volet social, mais c'est vrai que c'est presque exclusivement orienté sur les activités. Maintenant, il y a moyen de faire des posts, là. Tu peux faire une publication d'informations qui est un peu comme un post Facebook, justement, mais qui n'est pas lié à une activité. Mais reste que 99% de ce qu'on voit dans le fil de ça, c'est une activité sportive qu'on peut liker, commenter, partager. Mais c'est vraiment centré sur ça. Puis là, il y en a qui vont dire « Ouais, mais j'ai déjà ça dans Garmin Connect ou dans Runtastic ou Runkeeper ou qui sont d'autres systèmes qui sont généralement associés à une montre ou à un équipement comme ça. » Moi, ce que je trouve intéressant de Strava, c'est que c'est aussi une forme de backup, là. Parce que j'ai mes informations dans Garmin. Il est arrivé il y a quelques années, 2 ans, je pense, quand même une panne majeure de Garmin. Bien, au moins, j'avais Strava, puis je sais que mes informations historiques, bien, je pouvais les mettre là, puis les conserver. Fait que je le vois un peu là, comme une petite résilience, un petit backup aussi de mes données. Et si jamais je décide de changer de montre parce que j'ai plus envie d'être dans l'écosystème Garmin puis que je veux aller essayer, comme toi, Coach Frank, une Suunto, bien, je vais continuer à avoir mon historique du côté de Strava parce qu'ils sont agnostiques. Ils ne sont pas liés à une marque d'équipement, mais bien, peu importe l'activité qu'on va télécharger dedans. Oui, puis aussi, il y a le côté compatibilité avec tout le monde. Je veux dire, si tu veux partager, si un de tes buts, c'est de partager avec ton coach, mais là, ton coach, il y en a un qui est sur Suunto, l'autre qui est sur Garmin, l'autre à un moment donné, il va falloir qu'il se connecte sur 58 plateformes pour trouver tout le monde. Fait qu'il y a comme un côté rassembleur de ça. Le côté agnostique de la chose fait que c'est centralisé pour tout le monde. Tu as raison. Ça fait 2 fois que tu nommes le volet coach-athlète. C'est franchement intéressant comme plateforme à utiliser. Moi, pour suivre des athlètes, je trouve ça génial parce qu'on va chercher beaucoup de données objectives
Après ça, auprès de l'athlète, on peut aller chercher du subjectif de comment tu t'es senti. Puis là, il peut te dire, ben, j'étais fatigué ou c'était vraiment difficile. Ou, ah ben non, j'ai senti facile. On peut coupler ça à des données objectives qui sont, c'est quoi la distance que tu as faite, c'est quoi le dénivelé que tu as fait, c'est quoi ton rythme cardiaque. C'est vraiment, la cadence aussi, c'est vraiment super intéressant après ça pour avoir un topo complet. Puis, généralement, c'est pas un athlète qui va pouvoir te dire ça. Là, ah, j'ai fait tant de dénivelé, puis dans telle portion, j'ai fait une grosse côte de ci, de ça. Ben, on le voit tout dans le graphique, puis ça se lit vraiment bien. Moi-même, à un moment donné, on se fait l'œil, puis juste en un coup d'œil, ah, OK, oui, je sais où sont mes données d'intérêt, puis j'ai un portrait global de la sortie de mon athlète. Là. Donc, si on revient au tout le volet plus challenge, si on veut, tu as raison, ça a commencé avec des clubs ou des groupes. Puis dans ces groupes-là, il y avait des leaderboards où tu voyais qui avait fait le plus de millage dans sa semaine, qui avait fait le plus d'heures d'entraînement dans sa semaine. Fait que déjà, ça l'amenait un côté compétitif. Puis, c'est là où ça peut être, comme on disait, générateur de motivation, mais ça a tout un côté insidieux où ben, peut-être que je suis vraiment brûlé raide de ma semaine, j'ai déjà rempli mon plan, mais je vois que toi, tu es 20 minutes d'avance sur moi dans ta semaine, puis si je vais faire 22 minutes, une petite course ou une petite raid de vélo, je vais te voler à la première place. Mais est-ce que j'ai vraiment besoin de ce 22 minutes-là de vélo dans ma semaine ou j'ai plus besoin de respecter mon plan et de prendre un repos? Là, je dis 22 minutes, mais des fois, ça peut être 2 heures. Là. On s'entend? Ouais, ça peut être 22 km. Ça peut être 22 km, c'est ça. Je ne sais pas si tu t'en allais vers là ou si tu avais quelque chose à ajouter, mais il y a tout le côté aussi, comme sur tous les autres réseaux sociaux, que les gens veulent bien paraître. Moi, je le vois sur le terrain, des gens qui vont faire des tours dans le parking pour s'assurer que sur Strava, mettons, qui ont fini à 8,45, qu'il y avait 8 affaires, ils ont fait 8,45, mais là, ils veulent avoir 9 sur Strava, genre. Puis il y a comme toute une espèce de pression pour, dans le but de bien paraître, aussi le temps, qui vont supprimer certaines courses que le temps n'était pas bon ou qui ont eu des mauvais entraînements, juste pour que ou ils partiront même pas. Supposons que tu reviens de la COVID, tu sais que tu ne courras pas vite, ben ils partiront juste même pas leur montre pour bien paraître sur les réseaux sociaux. Donc, c'est possible que ces données-là ne soient pas reflet de la vérité, que la personne ne montre pas ses entraînements qui sont difficiles. Fait que tu suis un athlète puis tu te dis « Wow, c'est une machine », mais c'est possible qu'il en cache une partie. Même on peut par la suite raccourcir la course. Fait que si, mettons, je casse au milieu, je peux couper puis juste garder la bonne partie de ma course. Ce qui est très pratique pour des gens un peu dans la lune comme moi qui partent en auto après puis qu'ils se ramassent avec un temps de 2 minutes 35 sur 50 km. Mais sinon, ça peut aussi permettre de tricher. Donc, c'est toutes des choses, il faut quand même en être conscient quand on regarde les autres ou de se comparer aux autres. En fait, le problème de ça, c'est qu'on se compare et ces chiffres-là ne sont peut-être pas nécessairement véridiques. Autant la distance, il y a des gens qui vont comptabiliser vraiment tout. Mettons, ils vont marcher, ils vont... Fait que ça fait des très, très grandes distances quand au final, ben, on peut appeler ça du kilométrage gratuit ou on peut comme aussi penser que ça booste. Fait que il y a tous ces aspects-là à tenir en compte quand on suit quelqu'un, que c'est peut-être pas le reflet de la réalité. Est-ce que tu as nommé qu'il y a des gens qui en retour ne mettront pas leur course? On en avait parlé à un moment donné qu'il y avait eu une exploitation de données dans Strava pour sortir c'était quoi les vitesses moyennes des gens. Puis dans cette étude-là, il disait que les femmes avaient plus tendance en général que les hommes à pas mettre leur course sur les réseaux sociaux dans les premières semaines parce que justement, pour pas avoir honte ou être gênés de leur temps, ce qui fait que les temps moyens étaient biaisés parce que la moyenne, finalement, était beaucoup plus haute que si on avait pris en compte tous les coureurs en prenant en compte ceux qui étaient débutants puis qui étaient encore dans leur première semaine puis qui avaient, entre guillemets, pour atteindre la vitesse souhaitée. Au-delà des tableaux de groupe, il y a tous les challenges qui sont possibles entre membres. Il y a je parle de badge, là, mais du côté de Strava, ça va être beaucoup le 5 km du mois, le 10 km du mois, le demi. Mais là, si tu t'abonnes au demi du mois, mettons, là, tout le mois, tu peux avoir effectivement une certaine pression. De « Ah shit, j'ai marqué que je le ferais. Il y a des gens qui ont vu que je le ferais. Puis là, on est rendu le 27 du mois, puis je ne l'ai pas fait. » Ça, effectivement, ça peut être dangereux.
Dire, il faut que je le fasse parce que j'avais coché que je le ferais. Il y a des gens qui vont voir que je ne l'ai pas réussi, mon challenge de faire mon demi ce mois-ci. Mais c'est peut-être pas positif ou utile de le faire ce mois-ci, ton demi, puis ça change absolument rien. Puis j'aimerais ça dire que tout le monde s'en fout au bout de la ligne. La vraie affaire, là, c'est qu'il n'y a personne qui va aller revoir si vous l'avez fait parce que vous aviez coché ou pas coché que vous feriez le demi ce mois-ci dans le challenge de Strava. Là. Je pense que les réseaux sociaux, en général, c'est overrated. Tu sais, des fois, je crois que du monde sont comme je savais pas te changer de job, je l'ai mis sur Facebook. C'est quoi, tu penses que je passe ma vie à te checker sur Facebook? Genre comme si ça donne que c'est dans mon feed, je vais le voir, mais sinon, je le verrai pas. La même chose sur Strava. Tu sais, surtout, moi, je vois les gens qui me suivent, qui me font des coups d'eau à toutes les courses. Je pense pas qu'ils prennent le temps d'analyser puis de dire lui, il court pas vite ou tu sais, comme. J'ai jamais de commentaires, c'est juste. Fait que des fois, on surestime l'attention que les autres. Les autres sont occupés à faire leurs courses, sont occupés dans leur propre programme, de commencer à checker, de se comparer, de dire je suis meilleur qu'eux. Puis si ces gens-là existent vraiment, les voulez-vous vraiment dans votre réseau, dans le sens que si vraiment sont là pour, de façon négative, je veux dire, pour dire comme je suis meilleur que toi, c'est-tu vraiment une bonne influence à avoir? Ça, c'est une question, c'est un autre côté. Mais oui, en gros, généralement, tu sais, comme je suis du monde, je vais faire des coups d'eau, mais j'ai aucune idée. Tu sais, Bill, t'es un de ceux que je suis le plus. J'ai aucune idée de ta vitesse moyenne. Là. Je veux dire, comme tu pourrais baisser d'une minute, puis je m'en rendrais pas compte. Là. Je veux dire, comme autant je pourrais pas dire, hey, wow, ben oui, c'est sûr, si je vois un 3 minutes 30, je me dire, crème, qu'est-ce qui est arrivé? Mais tu sais, à 30 secondes de différence, je ne verrai même pas la différence que tu as couru plus vite, moins vite, là, clairement. Ah, 100%. Puis je pense que c'est que nous qui se met une pression là-dessus de jugement des autres, puis absolument. Les autres ajouts qui ont été faits du côté de Strava, c'était les segments. Les segments, c'est déclarés par les utilisateurs, exemple entre deux lumières ou une portion d'une piste cyclable, par exemple. Puis avec le temps, il y a entre autres Garmin qui les a intégrés directement dans leurs équipements, ce qui fait que quand tu arrives près d'un segment, moi, ma montre vibre et me dit « Wow, tu as un segment qui s'en vient, il dure telle distance, puis c'est un tel dans tes amis qui a le record là-dessus, voici le temps. » Et ça, c'est dangereux parce que toi, tu es peut-être dans une course pout-pout, puis tu te dis « OK, je suis en train de faire une super lente. Oh, là, je me sens en forme, ça vient de popper, je vois que c'est un tel, que c'est toi, Frank, qui a le record sur ce segment. Je suis capable aujourd'hui, je le clenche, mais c'est probablement pas une bonne idée de faire ça là. » Moi, plus clair du temps que j'ai essayé des segments, j'allais pas là pas en tout pour faire ça, puis c'était pas du tout le type d'entraînement que j'aurais dû faire. Là. Et ça, c'est pété parce que peut-être je pourrais mettre un peu en contexte. Toi, Bill, tu parles beaucoup de Strava, qu'est-ce que ça t'amène, les métriques que tu regardes. Sincèrement, moi, je synchronise, j'ai une vieille montre qui se plug avec un fil USB, puis je la synchronise quand la batterie est vide. J'upload en batch 3-4 exercices à la fin de la semaine, puis je regarde ça avec un très léger grain de sel, dans le sens que, bon, OK, ben, en fait, je le regarde à peu près pas, je les mets en ligne majoritairement pour avoir mes statistiques de l'année et pour que Coach Dom puisse voir mes courses s'il a à s'y référer, mais ça s'arrête pas mal là. Fait que je ne savais pas que la technologie permettait de voir sur ta montre le segment et de te dire, en plus de te mettre la pression de « Hey, c'est quelqu'un que tu connais qui est le top là-dessus ». Je trouve ça dangereux. Je trouve ça épeurant, je te dirais. Épeurant et dangereux. Je suis content de ne pas avoir ça sur ma montre. Je ne sais pas comment je réagirais. J'ai beau dire que je ne suis pas compétitif, mais je ne suis pas exposé à ça. Fait que peut-être que être exposé puis te voir justement que tu l'as fait soit un meilleur temps ou que c'est toi le local legend, peut-être que ça m'inciterait à faire des trucs non voulus. Je te confirme que moi, ça a eu cet effet-là sur moi, puis j'en avais mis beaucoup, beaucoup de segments en favoris pour qu'ils popent sur ma montre, puis je pense que je les ai tous enlevés, là. Parce que justement, c'était pas positif ce que ça m'apportait, ça, le plus clair du temps. Le Local Legend qui a été ajouté quand même plus récemment, c'était un petit peu différent. C'est aussi un segment, mais la couronne, si on veut, ne s'obtient pas par la performance, mais par le nombre de fois que tu es passé là dans les 90 derniers jours. Fait que c'est plus une notion de constance. Je pense qu'ils voulaient se donner un petit peu bonne presse, Strava, dire OK, on n'est pas juste dans la performance, on va récompenser les gens qui sont assidus. Mais reste que, tu sais, ça force aussi, ben je vais repasser par là, je vais étirer, je vais aller refaire telle portion parce que je l'ai faite 6 fois dans le dernier mois, mais il y a quelqu'un qui est rendu à 4, puis je veux pas qu'il me la vole. Tu sais, je trouve que ça amène, c'est cool, là, puis pour vrai, quand tu l'obtiens,
soit le king du segment ou ta local legend, c'est nice. Là. Mais tu reçois un courriel aussi quand tu le perds là, qui dit « Poup, poup », une petite notification « Hey, quelqu'un te l'a volé. » Ah, shit. Fait Ouais. au total, dans la balance du positif-négatif, j'ai de la misère à me positionner. C'est-tu dans la moyenne des gens, est-ce que ça amène plus de positif ou de négatif? Je ne saurais pas me positionner. Là. C'est pas clair, je trouve. Mais comme le Local Legion, c'est pas mal. J'ai jamais été le king d'un segment. Je suis comme pas mal. Sur la heatmap à Montréal, il y a un point dans l'Est et c'est devant chez moi, c'est le parc Maisonneuve. Fait que je pense que beaucoup d'athlètes de loin supérieurs, je pense pas que je vais jamais avoir un king du segment là-dessus. Mais j'ai des Local Legion par ma constance puis parce que je passe toujours par le même endroit. Puis j'en ai parlé à quelques reprises qu'il y a un chemin qui est moins utilisé dans le parc Maisonneuve. Et à force je l'ai pris quelques fois et je suis vite devenu une Local Legion. Et depuis ce temps-là, ça m'influence. Même si je dis que la gamification, puis je m'en fous, ça m'influence. Je reprends toujours ce chemin-là depuis. Et ce n'est peut-être pas optimal parce que le chemin est en asphalte au lieu d'être en poussière de roche, donc beaucoup plus dur, ses articulations. C'est un chemin qui est moins agréable, mais je le prends pour garder mon Local Legion. Fait que oui, ça m'influence. Finalement, tu vois, t'es humain. Je suis humain, ouais. C'est dans l'épisode 2 avec Alex Bus qui l'avait nommé. Il dit « Fiez-vous pas à ce que vous voyez sur Instagram. Là. C'est comme le 1% du 1% passé dans du Photoshop puis dans des filtres. Puis c'est un job. Là. C'est une business qu'ils ont puis ils veulent montrer une belle image. Mais ça se répercute aussi sur les réseaux de sport comme Strava. Même chose. On le voit que les gens, il y en a qui vont faire la promotion de leurs bons coups, mais vont cacher leurs moins bons coups. Mais ça aussi, il ne faut pas tomber dans le piège. Même surtout dans les comptes athlètes. Je suis convaincu qu'il sort beaucoup plus souvent que ce que je vois sur Strava, mais c'est toutes des courses mythiques ou des sorties quand même inspirantes qu'on voit sur son profil. Là. Pas nécessairement toutes les petites courses. Mais c'est sûr que c'est biaisé, c'est certain. Surtout au niveau athlète, parce que les athlètes sont suivis pour de vrai et les gens les regardent. Comme je veux dire, moi, que je fasse une mauvaise course, je pense que personne va s'en rendre compte. Mais si tu es vraiment un idole, quelqu'un de suivi, ça devient encore plus... pas pertinent, mais je dirais encore plus, ça vient plus des trips de dire ben, je vais montrer ce qui est beau, là, c'est sûr que. Ouais. Mais oui, c'est une business, c'est correct, je comprends ce qu'ils font, c'est parfait. Là. Pour eux autres, c'est une business, mais il faut en être conscient quand on le voit que pour eux autres, c'est ça. C'est pas la réalité d'un coureur amateur comme toi, moi, puis nos auditeurs. Exact. Puis d'ailleurs, il y a eu, il y a quelques années, une expérience d'une journaliste qui s'appelait The Pretty Runner, qui est je pense que c'est une fille de Montréal, là, qui avait décidé de, écoute, j'ai son nom, on va être dans la pertinence, hein, qui s'appelait Émilie Bilodeau, la journaliste, et qui avait décidé de faire une expérience comme ça avec les médias sociaux de sport, puis Instagram. Elle s'était bâti un profil de coureuse de zéro. Elle n'a jamais couru de sa vie, c'est pas une grande coureuse, là, ou sinon si peu. Puis elle s'était bâti tout un profil avec en achetant des likes, en achetant des followers, des choses comme ça. Puis vraiment dans une démarche journalistique. Et elle s'est rendue au point qu'elle s'est faite inviter comme ambassadrice par le demi de Banque Scotia Montréal. Et elle a reçu d'autres offres comme ça, financières, ou pour être porte-parole, à cause de son profil de coureuse, alors qu'elle ne courait pas du tout. Elle voulait vraiment prouver l'influence de l'image au-delà, finalement, de la performance, qui est vraiment pas importante, parce que c'était tout du faux. On a entendu plusieurs histoires comme ça dans les dernières années avec les réseaux sociaux, mais je ne suis même pas surpris. Ce serait peut-être intéressant. Ça fait combien de temps qu'elle a fait ça? 2019. Donc, avant la pandémie, juin 2019, que ça avait sorti, on pourra mettre le lien là, dans les show notes. Ça pourrait être intéressant de l'inviter. Peut-être qu'elle pourrait revenir 4-5 ans plus tard nous parler de qu'est-ce qu'elle en pense. À court-tu? Elle commence à courir. Elle est rendue écœurante, mais personne ne la suit. Oui, c'est ça. De l'autre côté. Exact. Puis, parlant des challenges, là, j'ai parlé de Strava, mais il y en existe. Moi, je suis dans l'écosystème Garmin. Il y en a beaucoup de ce côté-là aussi. Ils sont très prolifiques au niveau des badges. Que c'est, mettons, faire un 10 km dans le week-end du 11, 12, 13 juin, par exemple. Oh, OK. Mais encore une fois, c'était peut-être pas ça mon plan, mais ça me donne le goût d'avoir la badge puis de monter dans les rankings pour, encore une fois, gagner rien, mais c'est cool. Fait il y a beaucoup de badges comme ça qui sont soit mensuels ou qui sont des pop-up d'événements, des choses comme ça.
Je pense à, mettons, l'Halloween qui va en être un, le 31 décembre, le 1er janvier. Mais oui, pour moi, c'est très motivant, puis ça me donne le goût de sortir, mais je sais que je suis sur la fine ligne de ça se peut que je fasse une sortie inutile ou que j'aurais pas sorti, là, mais je vais le faire juste parce que je veux la badge, puis je veux la mettre, puis vraiment un genre de fear of missing out, parce que si je le fais demain, je l'aurai pas la badge, là, même si la course est tout aussi bonne, tout aussi pertinente, mais je l'ai pas faite la bonne journée. Oui, puis, tu sais, on parle de Strava et tout, mais même les réseaux sociaux, en tout cas, je vais parler de Facebook, il y a beaucoup de groupes de courses qui se lancent plein de défis aussi et que les gens embarquent sans nécessairement être sur Strava nécessairement. Je pense à, comme tu dis, là, des courses d'Halloween ou surtout pendant la pandémie, il y a eu beaucoup de. On fait, je sais pas, là, 400 km dans le mois ou plein de groupes comme ça qui se lancent des défis sans même avoir de monde, sans même. Et là, c'est encore pire parce que généralement, les gens, c'est self-report. tu dis combien que tu as fait de kilomètres. Fait que tu peux totalement arrondir à la hausse sans aucun problème aussi, là. J'avais vu un site à un moment donné, tu lui donnais des coordonnées GPS pour une localisation. Tu lui disais, je veux une course de 8 km, puis il te générait un fichier GPS que tu pouvais après ça uploader dans Strava pour faire comme si tu avais couru dans tel secteur avec un pace de X, avec une distance de X. Fait que c'était du fake, là, mur à mur. Ouais, ben ça, je suis pas surpris parce que c'est ça. On n'a peut-être pas parlé de cette technologie-là, mais ce qui permet à nos montres, en fait, le gros standard, c'est les fichiers GPX, qui est une série de coordonnées avec des temps. Donc, avec ça, ta montre, c'est ce qu'elle génère. C'est avec ça aussi, mettons, que quand tu vas sur l'application Strava, tu génères une map, ça te génère un GPX et tu peux la mettre dans ta montre dans les deux sens. Fait que c'est sûr que tu peux injecter des faux GPX dans pas mal n'importe quel environnement. Je suis pas mal certain, je n'ai pas vérifié, mais je suis pas mal certain que surtout comme des trucs comme Strava qui ont des API, quelqu'un qui a des connaissances de base de code ou même peut-être avec genre Zapier, tu peux le connecter puis juste comme injecter des fausses courses. Puis là, tu parles de sites qui les génèrent pour toi. Fait que certainement, ça peut être encore plus biaisé. Je ne voulais pas aller dans ce sujet-là parce que c'est un petit peu alarmiste, là, mais oui, définitivement. Et même, c'est possible de modifier son propre fichier GPX avant de l'envoyer pour mieux paraître. Absolument. Là, je vais t'amener dans un côté un peu plus low-tech, là, mais qui amène encore la même vibe. T'sais, moi qui titre toutes mes courses, ben, c'est facile aussi de verser là-dedans puis d'essayer d'améliorer mon image, par exemple, juste avec le titre de ma course. T'sais, si justement je suis gêné de mon pace, puis je vais dire belle sortie avec Coach Frank, comme pour justifier, j'étais pas à ma vitesse, j'étais à ta vitesse à toi. Fait que là, ok, ouais, c'est pour ça qu'il est là. Mais ça, c'est tout dans ma tête, là. Tu l'as dit tantôt, il n'y a pas personne qui va faire comme ouais, comment ça, Bill était à 6,45. Mais non, ça c'est. Mais reste qu'en l'écrivant, je sais que je l'ai déjà fait, de justement écrire comme ça pour semi-justification là, de pourquoi je n'étais pas à la même vitesse que d'habitude, comme si c'était vraiment super important. J'ai entendu une histoire de même d'un chum et une blonde. Puis le chum il écrivait tout le temps avec le nom de sa blonde, genre. Ça compte pas. Ouais, c'est ça. C'est comme si c'était une fausse course, mais oui. C'est exactement. L'autre chose qu'on voit souvent, c'est quelqu'un qui écrit Easy Run à matin. Là, tu dis, OK, mais ta Easy Run à 4,40, là. Ouais. Quel effet tu penses que ça fait, là? Ouais, c'est ça. Tu sais, si des gens font comme come on, là. Tu sais, fais-moi pas pleurer, là. Juste parce que tu n'étais pas à 4,20, mettons, parce que tu cours tout le temps à côté. Puis là, tu étais à 4,40, tu vas écrire Easy Run. Non, franchement, là. Mais c'est ça. C'est ça aussi, juste avec le titre puis ce qu'on écrit dedans, ça peut être quand même venir teinter un peu l'image que ça projette. Aussi les photos. Je veux dire, tu sais, quand on voit des gens, mettons, je sais pas, ils passent dans plein milieu d'une foire commerciale puis qu'ils prennent des photos de la foire commerciale, bien, ça justifie que tu allais moins vite. Oui, c'est vrai. Supposons, tu sais, la rue Saint-Laurent est barrée, puis là, les gens prennent des photos parce qu'ils ont passé par là, ben, tu dis, OK, mais il a arrêté de prendre des photos, puis, tu sais, c'est plus achalandé, fait que ça peut justifier aussi que tu allais moins vite. Absolument. Puis là, j'ai une super belle histoire pour toi qui est récente, puis qui va adresser vraiment les deux côtés de la médaille. Au mois de octobre à peu près, je regardais mon kilométrage annuel. Moi, je m'étais mis un objectif de kilométrage annuel, puis
qui était un petit peu ambitieux, là, un bel objectif, juste assez ambitieux pour me dire, ça me drivait toute l'année. Il fallait pas trop que je m'assoie et que je dérape, mais c'était réaliste. Rendu au mois d'octobre, je regardais ça, ça va me prendre 2 gros mois, novembre, décembre, si je veux y arriver. Et j'avais pris la décision de baisser ma cible à ce moment-là, au mois d'octobre, en me disant non, j'ai pas envie de m'infliger 2 méga mois. J'ai d'autres choses dans le collimateur. La neige s'en vient, le froid. Je voulais pas que ça me pèse comme charge mentale, justement, que ça soit difficile. Fait que je dis, OK, je vais réviser mon objectif à la baisse pour le réussir. Encore une fois, peut-être pour projeter que je l'ai réussi, là, mais ça, c'était une autre histoire. Et puis, fait que ton objectif final, c'était 2492, c'est pas 2500. Non, c'est ça, mais je l'avais baissé à 2000 en me disant, regarde, c'est 2000, puis c'est correct. Ça fait une couple d'années que je mettais à 2000, puis là, j'étais à 2500. Fait que octobre, je le baisse à 2000. Et là, en novembre, je me fais challenger par quelqu'un sur Garmin parce qu'on peut envoyer des challenges directs de qui va faire le plus de millage dans le mois. OK, ça me tente, ça pourrait me driver un peu. Puis j'étais en pleine forme. J'étais vraiment, vraiment en pleine forme. Et puis, je vais le nommer parce qu'il m'a donné son autorisation. On en a parlé une couple de fois sur le podcast. C'est Philippe Sanson, qui était d'ailleurs le coach de Marie-Claude qu'on a reçu dans le parcours d'auditeur. Puis on a eu une discussion là-dessus. Il m'a dit ouais, votre sujet est excellent, puis ça ne me dérange pas que tu le partages parce que si ça peut éclairer d'autres gens. Donc, Phil il avait quand même eu des blessures dans l'année. Il me challenge comme ça sans m'en parler. Je vois ça popper dans mon Garmin. Ouais, OK, c'est correct. J'embarque. Moi, ça m'a drivé solide. Ça a bien été, là. Par contre, rendu au 17 novembre, lui, il a cassé. Puis il m'a écrit il dit, oublie ça, je viens de tomber en surentraînement. Il dit, je te concède la victoire, vas-y. Et ce qu'il m'a appris ce matin, c'est que ça a été très difficile mentalement par la suite pour lui et il a été 2 mois sans pouvoir courir. Là, il recommence à peine à courir plus fort, évidemment, avec des meilleures bases, avec un bien meilleur mindset. Puis ça, je le salue pour ça. Je trouve que c'est une très, très belle évolution. Puis la manière qu'il me parlait, il s'est entouré des bons professionnels pour tout renforcer et avoir une bonne année 2024 saine. Mais clairement, ce challenge-là, pour lui, il était trop. Puis moi, ça a été générateur de motivation. Lui, ça a été dangereux pour lui. Puis on n'a pas eu la même issue. Pourtant, on était dans le même challenge. Mais moi, j'aimerais souligner quelque chose. Dans la vie, quand on s'enlève la pression, on a plus de chances de réussir. Peut-être que, tu sais, parce que dans le fond, ton objectif initial, c'est 2500, puis là, on va dire que tu l'as réussi, là, je veux dire, à 8 km près, là. Puis là, tu as rebaissé. Donc, tu t'es enlevé cette charge mentale-là et tu l'as fait dans le plaisir, puis tu l'as réussi finalement. Versus si tu avais eu la charge mentale de le faire, peut-être que toi aussi, tu aurais cassé. Juste parce que tu te mettais cette charge-là. Puis, une chose que les gens, des fois, ne comprennent pas, une des utilités d'un coach, c'est de vous empêcher de trop en faire. Souvent, tu sais, comme moi, Coach John, il me dit toujours de ralentir. Fait que moi, mon point, c'est que j'ai tendance à accélérer, mais de ralentir, de peut-être faire moins de millage ou combinaison des deux. Je pense que c'est quand même quelque chose, c'est une très bonne valeur d'un coach de regarder ça objectivement et de dire non, on ne fait pas ça. Puis d'ailleurs, dans mon plan, je n'ai parlé, là, mon plan de l'année, j'ai dit à Coach Dom que je voulais faire 2 marathons. Puis il m'a écrit, c'est beaucoup. Si tu peux, fais un demi puis un marathon. T'sais, il ne va pas m'empêcher, mais là, comme je ne l'ai déjà pas écouté dans le passé, ça m'a rentré dans la tête. Puis j'ai dit, OK, il a sûrement raison. T'sais, comme au début, je disais, hey, de quoi tu parles? Je vais faire mes 2 marathons. Mais c'est ça, fait qu'aussi l'importance d'un coach ou, comme on disait, d'avoir quelqu'un qui te regarde objectivement et qui te dit hey, je pense que c'est trop. Tu sais, comme ralentir un petit peu, ça a beaucoup de valeur de ce côté-là. Ce que je crois que c'est Philippe en son nom, c'est ça? Philippe Sanson? Ce que peut-être Philippe aurait eu, puis peut-être qu'il y a eu un coach qui a dit puis qui ne l'a pas écouté, mais qui aurait eu de valeur à écouter ou d'avoir quelqu'un d'extérieur dire arrête ça. Là. Parce que casser, moi, ça m'est arrivé 2 fois comme ça. Et c'est long récupérer. Puis c'est vraiment, comme tu dis, sur le mental, c'est très, très dur. Quand tu cours, je ne sais pas, là, je me souviens, à un moment donné, je courais 15 km par jour. Puis là, tu tombes, puis tu n'es plus capable d'en faire 5. C'est très, 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 très dur sur le moral. Beaucoup plus que d'avoir diminué de ne pas avoir fait ton 3000 km dans l'année ou pas avoir réussi ton défi sur Garmin. 100% d'accord. Puis il t'arrête beaucoup plus longtemps dans ce temps-là. Exact. Que si tu avais juste levé le pied un peu, puis reparti. Non, ça c'est clair.
Puis je vais revenir sur mon petit 8 km qui me manque en 2023. Mais ça aussi, ça a été mon choix par sagesse. L'année passée, je l'aurais fait. Honnêtement, là, l'année passée, j'aurais couru mon 8 km, c'est certain, pour avoir le chiffre. Et puis, c'est sûr que là, ça m'avait donné du gaz, là, parce que mon mois de novembre, j'ai fait plus de millage que j'anticipais. Tu as raison, j'avais moins la pression d'atteindre mon objectif, je le faisais juste pour le fun. Par contre, quand je suis arrivé en décembre, oh mon Dieu, OK, là, je suis vraiment en ligne, je peux le faire intelligemment, confortablement. J'ai réussi à passer novembre, pas de bobo, tout va bien. Par contre, à 3 jours de la fin d'année, écoutez, j'étais en train de faire du ménage, puis je me suis spasmé un quad en me tordant un genou, là. Une affaire complètement niaiseuse. J'ai bougé de 3 pouces mon pied, puis je fais comme « Ouch, mon genou! Donc, la morale de l'histoire, c'est que c'est dangereux faire du ménage. Faites-en pas trop. Moi, c'est ce que j'ai retenu. Mais tout ça pour dire qu'il me restait comme 2-3 jours dans l'année. Puis là, j'avais le quad spasmé. Ça me tirait sur le genou. J'avais vraiment une douleur au genou. Ça aurait été irresponsable de le sortir. Je te cacherai pas que, mettons, je recule il y a peut-être 2 ans, avec moins d'expérience de course, moins, je vais dire de sagesse, je me serais probablement organisé pour faire 2 petits 4 ou de le faire pour dire j'ai mon 2500. Pour prouver quoi à qui aujourd'hui, je me le demande, mais ça m'aurait drivé vraiment beaucoup. Puis probablement que je me serais vraiment blessé encore plus puis que j'aurais dû arrêter longtemps. Alors que là, j'étais très en paix. Puis j'avais même à la limite une petite fierté de dire ouais, je l'aurais pas mon 2500, mon objectif, et je vis bien avec et c'est bien correct. Puis au moment où je me suis dit ça, ça m'a encore une fois enlevé une pression. C'est cool, on finit l'année comme ça. Puis finalement, 3 jours après, j'étais de retour à courir dehors, plus de douleur, puis j'étais reparti. Puis je suis reparti sur une bonne année 2024. Alors que si je m'étais entêté juste pour aller mettre un chiffre, cocher une case dans Strava qui, encore une fois, personne ne va regarder à part moi, ben j'aurais absolument été arrêté plus longtemps, puis j'aurais recommencé plus tard en janvier, puis j'aurais scrappé une partie de mon année, finalement. Oui, puis je suis très fier de toi parce que tu me l'as envoyé, puis j'étais très fier comme tu m'as envoyé, genre je le ferai pas. Comme je suis blessé, je le ferai pas, je vais me reposer. Fait que c'est vraiment cool. Puis on peut dire que c'est atteint. Là. Je pense aussi, là, je sais qu'on peut être rigoureux ces chiffres, et je l'ai été dans un certain temps. Mais je me souviens, là, j'avais un objectif de temps, puis je le dépassais de 10 secondes, puis je l'avais pas fait, puis je m'auto-mutilais. Là. Mais je pense qu'il y a 8 km de différence, clairement, on peut dire que tu l'as fait. Là. Comme job done. Ouais, c'est ça. Je suis fier de mon année 2023, je suis content. C'est une bonne année. Est-ce qu'il y a d'autres aspects, toi, que tu voulais traiter, que tu voulais passer? Non, j'ai rien qui me vient en tête. Vraiment, j'irais peut-être juste par, prenez ça avec modération. Je pense qu'ici, on a deux beaux cas. Il y a toi qui vraiment regarde les données, que tu as quand même une importance. Tu es rendu assez sage pour te détacher de ça. Je suis vraiment rendu au point, moi, si vous regardez mon Strava, je pense que j'ai des courses, des fois, j'arrête à la salle de bain, j'arrête pas ma montre, j'ai un 8,30. Là, tu regardes la pace, tu dis, OK, il court même pas, ce gars-là. Puis je m'en fous totalement. Fait que c'est ça, essayer de. Je pense que la pression qu'on se met, de s'enlever cette pression-là, va vous donner beaucoup plus d'avantages que de se donner cette charge mentale-là, comme on en a parlé beaucoup. Fait qu'essayer de prendre ça avec un grain de sel, de le voir pour qu'est-ce que c'est. C'est un très bon outil pour comptabiliser vos chiffres, pour y avoir comme référence, mais de ne pas virer fou avec ce que les autres pensent de ça. Surtout les débutants. Je pense que les débutants, moi j'ai un collègue qui a commencé à courir puis il ne mettait pas ses courses sur Strava parce qu'il trouvait qu'il ne courait pas assez vite. Puis j'ai dit non, au contraire, mets-les. L'année prochaine, quand tu vas courir plus vite, tu vas faire comme oh shit, as-tu vu ma progression? Tu vas pouvoir regarder ta ligne de progression plutôt que d'avoir un beau compte Strava que tout le monde s'en fout. Puis là, je trouve que j'espère que cet épisode-là va être quand même retenu comme positif, hein, parce qu'on a parlé beaucoup du côté insidieux négatif de toutes ces plateformes-là, mais il y a un super beau côté le fun et ça peut vraiment vous amener de la motivation. Puis d'avoir des objectifs comme ça, c'est sain aussi là, de s'en mettre un. Il y en a pour qui c'est de participer à un événement organisé, mais juste d'avoir, mettons, un objectif de kilométrage mensuel sans être à cheval sur si je ne l'atteins pas, c'est la mort, puis j'arrête de courir, mais au moins de se donner une orientation. Puis des fois, ça peut être OK, ça me tente moins aujourd'hui, mais je vais y aller parce que je vais être fier à la fin de mon mois, parce que je vais avoir une constance, puis je vais avoir fait X kilomètres dans mon mois ou X heures. C'est pas nécessairement des kilomètres. Hein. Il y a moyen de dire j'ai bougé pendant
10 heures ou 12 heures ce mois-ci. Ça aussi, c'est intéressant à savoir. Il y a vraiment, vraiment un côté qui peut être très, très positif, mais comme dans tous médias sociaux, ben oui, on ajoute la pression des autres, ou du moins la pression qu'on perçoit des autres qui n'existe pas toujours. Puis c'est celle-là qu'on voulait plus vous mettre en garde. Faites attention à ça parce que, ça n'existe pas tant, puis c'est surtout vous autres qui vous mettez une pression sur un jugement qui souvent n'existe même pas. Puis, tu sais, je veux dire, tu peux bien me juger que, mettons, je cours pas vite ou je passe assez longtemps, peu importe ce que les gens pourraient juger de mon compte Strava, au final, je cours. Et ça, je pense que juste là, je suis dans, je sais pas c'est quoi le pourcentage de gens qui courent activement de façon assidue. Fait que juste pour ça, je peux faire un pied de main à n'importe qui dit que mon Strava est pas beau parce que la majorité de la population ne court même pas, ne prennent même pas la peine de se mettre en forme. Donc. 100% d'accord avec toi. Sur ces belles paroles, as-tu une plug cette semaine? Ouais, monsieur. Moi, je vais vous plugger mon breuvage favori duquel j'abuse. C'est les fameuses canettes de Bubbly. J'adore cette eau pétillante-là. Ma saveur préférée, c'est pamplemousse. Je l'aime vraiment beaucoup. Et puis, ce que je trouve cool, c'est qu'il n'y a rien là-dedans. Il y a comme 0 calories, 0 sel, 0 sucre. Il n'y a pas d'édulcorant ou de stevia ou quelque chose comme ça. C'est juste une eau pétillante avec un petit goût de fruits dedans que je trouve super bon. Fait que c'est juste ça que je vais vous plugger cette semaine. Fait que c'est de l'eau, mais de l'eau avec un petit swing dedans. Là. C'est très bon le bubbly. J'ai pas goûté au pamplemousse encore. J'ai goûté au melon d'eau en fin de semaine. Puis oui, effectivement, c'est quelque chose de très intéressant. J'ai comme une espèce d'amour-haine envers ça, vu que c'est comme Coca-Cola qui le distribue. Je me dis que nécessairement, ça doit être mauvais pour la santé. Justement, il n'y a rien, puis il y a du goût. Fait qu'il y a quelque chose que je ne trosse pas là-dedans. Il y a une triche, là, c'est ça. Oui, il y a une triche, il y a quelque chose, ça ne rentre juste pas dans ma tête. Et comme je n'avais rien préparé comme plug, puis je pense qu'on a sauté un petit segment au début, je vais en profiter pour la shout-out et non la shoot-out. Et c'est une de nos auditrices, Sylvie, qui nous a écrit par courriel pour me dire que je prononçais mal shoot-out. Fait que c'est pas shoot-out, mais shut-out. Fait que quand je veux faire des props aux gens, donc je vais soit arrêter d'utiliser ce mot ou me forcer à le dire mieux. Donc merci beaucoup Sylvie pour ton écoute. Merci d'avoir pris le temps de nous écrire et de me corriger. Si tu vois d'autres choses, n'hésite pas à nous réécrire. Sur ce, qu'est-ce qu'on dit à nos auditeurs, Coach Frank? Bonne course! Ici Coach Frank. Avant de vous quitter, si vous avez aimé cet épisode, une bonne façon de nous aider, c'est de partager cet épisode avec un ami. Bien sûr, vous inscrire au podcast, nous laisser un review 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify serait énormément apprécié. Hey guys, like and subscribe.